La fourchette a heurté l'assiette. Un petit bruit métallique, mais dans le silence soudain de la salle à manger, il a résonné comme un coup de feu. Tout le monde me regardait. Je disais donc, Martine a repris, sa voix sucrée mais venimeuse, que ce serait tellement mieux si Julien avait épousé quelqu'un de son milieu. Quelqu'un qui comprenne nos valeurs, nos traditions. Nos valeurs, nos traditions. Traduction, quelqu'un de riche. Pas moi. J'ai serré ma serviette sous la table. Mes jointures étaient blanches. Mais mon visage est resté neutre. Souriant presque. « Maman, s'il te plaît », Julien a murmuré à côté de moi. « Quoi ?» Je dis juste la vérité. Mathilde est charmante, vraiment. Mais avouons-le, elle n'est pas exactement ce qu'on imaginait pour toi. Ce repas dominical, chez les parents de Julien, dans leur hôtel particulier du 16e arrondissement, avec toute la famille réunie, ses 2 sœurs, son frère, leurs conjoints, les grands-parents, 14 personnes autour de cette immense table en acajou, et moi. L'intruse, l'erreur, celle qui ne méritait pas d'être là. Mathilde travaille dans une bibliothèque, c'est ça? Oncle Bertrand a demandé avec ce ton condescendant que je connaissais trop bien. Oui, je suis archiviste à la Bibliothèque nationale. Ah, charmant. Et ça paie bien, ça? Le silence s'est alourdi. Tout le monde attendait ma réponse, pour pouvoir la juger, la mesurer, confirmer que j'étais pauvre. Correctement, j'ai répondu calmement. Correctement, Martine a répété avec un petit rire. Julien gagne en 3 jours ce que tu gagnes en 1 mois. Ma chérie. Ma chérie. Elle m'appelait toujours ma chérie quand elle m'insultait. Julien a posé sa main sur la mienne sous la table. Un geste de soutien. Mais insuffisant. Il ne la contredirait jamais vraiment. Pas devant tout le monde. Maman, Mathilde a un master de la Sorbonne. Son travail est important. Oh, je ne dis pas le contraire. L'éducation, c'est merveilleux. Mais soyons réalistes. Tu aurais pu épouser Camille. Tu te souviens de Camille? Son père est ministre. Sa mère dirige une fondation. Elle aurait été un atout pour ta carrière. Camille, son ex, celle qu'il avait fréquentée avant moi. Celle que Martine le comparait sans cesse. Je n'aime pas Camille. J'aime Mathilde. L'amour. Martine a soupiré théâtralement. Comme c'est romantique. Mais l'amour ne taille pas les factures, mon chéri. On n'a pas de problème d'argent, Julien a répliqué. Grâce à ton salaire. Pas au sien. J'ai bu une gorgée d'eau. Mes mains tremblaient légèrement. Mais je les ai contrôlées. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de me voir craquer. Au fait, Mathilde, tante Sylvie s'est penchée vers moi avec un sourire faussement bienveillant. Martine nous a dit que tu habitais encore dans un studio. Dans le 19e. Nous habitons ensemble maintenant, dans l'appartement de Julien. J'ai corrigé. Ah oui, c'est vrai, Julien t'a accueilli, comme c'est généreux de sa part. Accueilli, comme si j'étais une réfugiée. Pas sa fiancée. Oui, fiancée. On s'était fiancés il y a 6 mois. Une bague discrète. Une demande intime. Rien de l'extravagance que Martine aurait voulu. Tu sais ce qui serait bien? Martine a continué, enfonçant le couteau un peu plus profond. C'est que tu contribues aux charges de l'appartement. Ce serait plus équitable. Je contribue, j'ai dit. Ma voix commençait à se tendre. Combien? 500 € par mois? C'est adorable. Mais l'appartement coûte 3000 € de charges mensuelles, sans compter le crédit. Elle connaissait nos finances. Comment? Julien lui en avait parlé? Ou elle fouillait dans nos affaires? Maman, ça suffit, Julien a dit. Plus fermement cette fois. Je m'inquiète. C'est tout. Tu vas l'épouser. Elle va devenir partie de cette famille. On a le droit de savoir si elle peut tenir son rang. Tenir son rang? Comme si on était au 19e siècle. Julien ne s'est jamais plaint, j'ai répondu. Calmement, trop calmement. Julien est trop bien élevé pour se plaindre. Mais entre nous, Mathilde, entre femmes, tu ne trouves pas ça embarrassant d'être à ce point dépendante? Mes doigts ont serré la serviette encore plus fort. J'avais envie de me lever, de partir, de leur dire d'aller se faire foutre avec leur argent et leur mépris. Mais je suis restée, silencieuse, souriante. Je ne suis pas dépendante. J'ai mon travail, mon salaire, mon indépendance. Ton indépendance, Martine Harry? 1800 € net par mois. C'est ce que gagne la femme de ménage de mes parents. Le coût final, comparé à une femme de ménage. Tout le monde a fait semblant de ne pas avoir entendu, mais j'ai vu les regards, les sourires en coin. Ils étaient tous d'accord avec elle. Je crois qu'on devrait passer au dessert. Le père de Julien, Michel, a dit. Le seul à sembler mal à l'aise. Le dessert, une tarte aux pommes,
que Martine avait faite elle-même. Parce que c'est tellement mieux que ce qu'on achète en supermarché. Tu comprends, Mathilde? Bien sûr. Encore un message. Elle cuisinait. Elle était une vraie femme au foyer. Riche, mais domestique, contrairement à moi qui travaillais trop pour avoir le temps de cuisiner. Après le repas, pendant que les hommes fumaient des cigares dans le salon, les femmes se sont retrouvées dans le jardin d'hiver. Canapé en cuir, plantes exotiques, vue sur le jardin impeccablement entretenu. Martine m'a tapé la place à côté d'elle. Un geste qui se voulait amical. Mais j'ai senti le piège. Mathilde, ma chérie, il faut qu'on parle. Entre nous. Les sœurs de Julien, Amélie et Charlotte, se sont installées en face. Tante Sylvie a pris son café. Toutes attendaient le spectacle. Je voulais te dire, et ne le prends pas mal, mais tu devrais vraiment faire attention à ton apparence. Mon apparence? Oui, tu es jolie, vraiment. Mais tu pourrais faire des efforts. Te maquiller un peu plus. Porter des vêtements plus élégants. Julien fréquente des gens importants. Des clients. Des associés. Tu vas l'accompagner à des événements. Il faut que tu sois à la hauteur. À la hauteur. J'ai regardé ma tenue. Un simple pull en cachemire. Un jean. Des ballerines. Classique. Sobre. Mais visiblement pas assez pour elle. Je m'habille normalement. Normalement. Elle a répété ce mot comme s'il était sale. Amélie, montre-lui ta nouvelle robe. Celle de Dior. Amélie s'est levée. A fait un petit tour. Sa robe était magnifique. Sûrement 3000 € minimum. Tu vois? C'est ça, l'élégance. C'est ça qu'on attend d'une femme de notre milieu. Je n'ai pas les moyens d'acheter du Dior. Justement, c'est bien le problème. Elle a sorti un petit carnet de son sac. A gribouillé quelque chose. M'a tendu le papier. Tiens, l'adresse d'une excellente boutique. Pas trop cher pour les gens qui ont un budget limité. J'ai pris le papier, sans le regarder, l'ai mis dans ma poche. Merci. Et puis il faudrait qu'on parle du mariage. Mon cœur s'est serré, le mariage. On en avait parlé avec Julien. Dans un an. Quelque chose de simple, d'intime. Oui, tu imagines bien qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. La famille Beaumont a une réputation. Une image à maintenir. Beaumont, le nom de famille de Julien. Celui que je porterai bientôt. On pensait faire quelque chose de simple. Simple? Elle a failli s'étouffer. Simple? Ma chérie, il y aura au moins 200 invités. Peut-être 300. Des personnes importantes. Le ministre de l'économie. Le PDG de Michelin. Le directeur de BNP Paribas. On ne peut pas les inviter à un mariage simple. Julien et moi voulons quelque chose d'intime. Ce que vous voulez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'image. Et puis soyons honnêtes. Tu ne peux pas payer ta part pour un mariage digne de ce nom. Alors c'est nous qui paierons. Tout. Et si on paie, on décide. Oh, je ne sais pas si. Ce n'est pas négociable, Mathilde. Soit tu acceptes qu'on organise ce mariage comme il se doit, soit elle a laissé la phrase en suspens. Mais la menace était claire. Soit j'acceptais, soit elle ferait tout pour que ce mariage n'ait pas lieu. Je vais en parler avec Julien. Fais donc, mais tu verras, il comprend, lui, l'importance de ces choses. Je suis parti peu après, prétextant un mal de tête. Julien m'a raccompagné à l'entrée. Je suis désolé, elle a été horrible aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ri amèrement. Elle est horrible à chaque fois. Je sais, mais c'est ma mère, je peux pas juste. La contredire? Lui dire qu'elle me manque de respect? Que tu ne toléreras plus qu'elle m'humilie? Mathilde, laisse tomber. Je suis rentré seul. Julien devait rester pour les affaires. Parler investissement avec son père et son oncle. Dans le métro, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Une femme normale, cheveux bruns, visage sans maquillage, pull simple, Jean, 29 ans, un master, un travail te gênait, une vie stable. Pour eux, j'étais rien, moins que rien. Une erreur, un accident. Quelque chose à supporter jusqu'à ce que Julien se réveille et me quitte pour quelqu'un de son milieu. En arrivant à l'appartement, j'ai trouvé une lettre dans la boîte, recommandée, de l'étude de Maître Durand, notaire. Mon cœur s'est accéléré. Grand-oncle Henri, il était mort il y a 3 mois, à 87 ans, paisiblement dans son sommeil. Je l'adorais. C'était le seul de ma famille qui m'avait toujours soutenu, qui croyait en moi, qui me disait que j'avais de la valeur au-delà de mon compte en banque. La lettre disait « Convocation pour lecture du testament. 15 mars à 14 h. C'était dans 2 jours. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une note manuscrite du notaire. « Madame Lemoine, votre grand-oncle vous a laissé quelque chose d'important. Merci d'être présente.
C'est essentiel. Quelque chose d'important. Grand-oncle Henri n'avait jamais été riche. Pas comme les Beaumont. Mais il était confortable. Propriétaire de sa maison à Fontainebleau. Quelques économies. Peut-être qu'il m'avait laissé 10 000 euros, 20 000, assez pour que je puisse contribuer plus aux charges. Que Martine arrête de me mépriser. Le 15 mars, j'ai pris ma matinée. Julien travaillait. Je ne lui ai rien dit. Ce n'était peut-être rien d'important. L'étude du notaire était dans le 7e. Vieille, poussiéreuse, pleine de dossiers qui remontaient probablement au XVIIIe siècle. Maître Durand m'a accueilli. Petit homme chauve avec des lunettes rondes. Madame Lemoine, merci d'être venue. Asseyez-vous. Il a sorti un dossier. Épais, a ouvert la première page. Votre grand-oncle Henri Rousseau vous aimait beaucoup. Je l'aimais aussi. Il m'a parlé de vous souvent. Il disait que vous étiez la seule de la famille à avoir du cœur, de l'intégrité. J'ai souri. Ça ressemblait bien à lui. Il a donc décidé de vous léguer l'essentiel de sa fortune. L'essentiel? Oui, la maison de Fontainebleau, ses placements, son épargne, et surtout, ses actions. Ses actions? Votre grand-oncle a investi dans une petite entreprise technologique dans les années 90. Une start-up qui ne valait rien à l'époque. Il a acheté 30% des parts pour 50 000 francs. Un pari fou. Et cette entreprise est devenue Nexatech. Vous connaissez? Nexatech? Bien sûr que je connaissais. C'était un des géants de la tech française. Cybersécurité, intelligence artificielle. Valorisé en bourse à plusieurs milliards. Vous êtes en train de me dire que votre grand-oncle possédait 30% de Nexatech et que maintenant, c'est vous. Le bureau a tourné autour de moi. 30%, ça représente combien? Maître Durand a ajusté ses lunettes et m'a regardé gravement. Avec la valorisation actuelle et les dividendes des 5 dernières années, 2,1 millions d'euros. Le silence, complet, absolu. 2,1 millions. 2 100 000 euros. C'est une blague? Non, madame, c'est très sérieux. Vous êtes désormais une femme très riche. Mes mains tremblaient. Ma vision se brouillait. Il y a des conditions? J'ai demandé. Ma voix sonnait lointaine. Une seule. Votre grand-oncle a écrit ceci. Il a lu « Mathilde, ne laisse personne te faire croire que tu vaux moins que les autres, parce que tu as moins d'argent. Maintenant, tu en as. Mais souviens-toi, ce n'est pas l'argent qui te donnait de la valeur. C'était déjà là, toujours. Utilise cet argent sagement. Et si quelqu'un t'a manqué de respect par le passé, eh bien, maintenant, tu as les moyens de leur montrer qui tu es vraiment. » Les larmes coulaient sur mes joues. Grand-oncle Henri, même mort, il me protégeait. Il faudra quelques semaines pour finaliser la succession. Payer les droits de succession. Transférer les fonds. Mais d'ici fin avril, vous aurez accès à tout. D'accord. Une dernière chose. Votre grand-oncle a aussi laissé une enveloppe, pour vous, à n'ouvrir qu'après notre rencontre. Il m'a tendu une enveloppe Kraft, avec mon nom écrit de la main tremblante de grand-oncle Henri. Je l'ai ouvert en sortant de l'étude. Dedans, une lettre. Ma chère Mathilde, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Ne sois pas triste. J'ai eu une belle vie, longue, heureuse. Je t'ai laissé cet argent parce que je sais que tu en feras bon usage. Pas pour des futilités, pour construire, créer, vivre. Mais je te laisse aussi cet argent pour une autre raison. Tu m'as parlé de ta belle famille, de comment ils te traitent, de comment ils te regardent de haut parce que tu n'es pas de leur monde. Ça m'a mis en colère, parce que toi, ma petite Mathilde, tu vaux 100 fois plus que ces gens qui mesurent la valeur d'une personne à son compte en banque. Alors voilà ce que je veux que tu fasses. Ne leur dis rien. Pas tout de suite. Laisse-les continuer à te mépriser, à t'humilier, à penser que tu es pauvre et indigne. Et quand le moment sera parfait, quand tu ne pourras plus supporter leurs insultes, dis-leur. Dis-leur qui tu es devenu. Dis-leur combien tu vaux. Et regarde leur visage. Ça sera impayable. Je t'aime, ma petite. Sois heureuse. Henri. J'ai replié la lettre, l'ai mis dans mon sac. Un sourire lent s'est dessiné sur mes lèvres. 2,1 millions d'euros. Et un plan. Je n'ai rien dit à Julien. Pas ce soir-là. Pas le lendemain. Pas la semaine suivante. Chaque fois qu'il me demandait comment s'était passée ma journée, je répondais bien avec un sourire. Chaque fois qu'il parlait d'argent, de notre budget, de nos économies, j'hochais la tête, comme si rien n'avait changé. Parce que techniquement, rien n'avait changé. Pas encore. L'argent n'était pas sur mon compte. Les papiers n'étaient pas signés. C'était réel, mais pas tangible. Et puis, il y avait la lettre de grand-oncle Henri. Ne leur dis rien. Pas tout de suite. J'ai relu cette phrase 100 fois, 1000 fois. Il avait raison. Si je leur disais maintenant, ils changeraient immédiatement. Martine deviendrait gentille, fausse, intéressée. Non,
Je voulais qu'ils continuent, qu'ils montrent qui ils étaient vraiment, qu'ils se dévoilent complètement. Et ensuite, je leur montrerai qui j'étais. Le dimanche suivant, nouveau déjeuner chez les Beaumont. J'ai failli refuser. Julien a insisté. S'il te plaît, pour moi. Ma mère veut discuter du mariage avec nous. Le mariage. Celui qu'elle voulait contrôler entièrement. D'accord. Dans le métro, en allant chez eux. J'ai regardé les gens autour de moi. Des gens normaux, qui allaient au travail, qui tiraient sur leurs finances. Comme moi il y a encore 15 jours. Sauf que maintenant, j'étais différente. J'avais 2,1 millions d'euros qui m'attendaient. Et personne ne le savait. Cette pensée m'a fait sourire. Un sourire que j'ai dû cacher dans mon écharpe. Martine nous a accueillis avec son habituel baiser sur la joue. Froid, calculé. Mathilde, quel plaisir. Tu as l'air fatiguée. Tu dors bien? Très bien. Peut-être que tu devrais investir dans une bonne crème anti-cerne. Je te recommande celle de la Prairie. Elle coûte 400 €, mais elle fait des miracles. 400 € pour une crème. Avant, j'aurais grimacé intérieurement. Maintenant, je souriais, parce que je pouvais m'acheter 100 pots de cette crème si je voulais. Mais je ne le ferai pas. Pas encore. Je vais y réfléchir. Réfléchir, elle a répété avec ce petit rire méprisant. Bien sûr, il faut économiser. Le déjeuner était plus petit cette fois. Juste la famille proche. Martine, Michel, les 2 sœurs de Julien avec leur mari, et moi, l'étrangère. Alors, Martine a dit, en servant le poulet rôti. Le mariage, on doit commencer à organiser. On pensait attendre encore un peu, Julien a dit. Attendre? Pourquoi attendre? Vous êtes fiancés. Il faut réserver le lieu, le traiteur, le photographe. Ces choses-là se font des mois à l'avance. On veut quelque chose de simple. Julien, mon chéri, on a déjà parlé. Simple, c'est pas possible. Pas pour notre famille. Elle s'est tournée vers moi. Ce regard, mi-pitié, mi-mépris. Mathilde, je sais que tu as des contraintes budgétaires. Alors j'ai une proposition. Je vous écoute. On paye tout. Absolument tout. Le lieu, le traiteur, la robe, les fleurs. Tout. C'est généreux, mais... Attends, il y a une condition. Bien sûr qu'il y avait une condition. Laquelle? On choisit tout. Le lieu, le thème, la liste d'invités, le menu. Tout. Notre mariage. Mais vous choisissez tout. Exactement. Parce qu'on paye, et parce que, soyons honnêtes, tu n'as pas l'expérience de ce genre d'événement. Tu viens d'un milieu différent. Tu ne sais pas ce qui se fait. J'ai bu une gorgée de vin, lentement, calmement. Avant, ces mots m'auraient blessé, humilié. J'aurais serré les poings sous la table, retenu mes larmes. Maintenant, je la regardais comme on regarde un enfant faire un caprice, avec détachement, presque amusement. Et si je refuse, le silence est tombé. Tout le monde s'est figé. Personne ne refusait Martine Beaumont. Alors, tu payes ta part, elle a dit froidement. 50%, soit environ 150 000 €. C'est ce que coûtera un mariage digne de ce nom. 150 000 €. Elle pensait me coincer, me forcer à accepter. 150 000 €, j'ai répété. C'est beaucoup. Trop pour toi, j'imagine, à moins que tu n'aies gagné au loto ces derniers jours. Elle a ri. Toute la table a ri avec elle. Sauf moi, je souriais. Un sourire calme, confiant. Et si je pouvais payer, le rire de Martine s'est éteint. Pardon, si je pouvais payer ma part, 150 000 €. Vous accepteriez qu'on organise le mariage comme on veut? Tu ne peux pas payer 150 000 €, Mathilde. Ne sois pas ridicule. Mais si je pouvais, hypothétiquement, vous accepteriez? Elle m'a regardé comme si j'étais folle. Bien sûr, mais tu ne peux pas. Alors cette conversation est inutile. Je veux juste être clair. Si je paye ma part, on fait le mariage comme on veut. C'est ça? Oui, mais encore une fois, tu ne... Parfait, c'est noté. J'ai continué à manger, tranquillement. Martine était déstabilisée. Elle ne comprenant pas. Pourquoi je souriais? Pourquoi j'étais si calme? Mathilde, Amélie, la sœur aînée de Julien, s'est penchée. Tu réalises que 150 000 €, c'est énorme? Il te faudrait combien d'années pour économiser ça? Environ 80 ans, j'ai répondu, sans dépenser un centime. Exactement, alors pourquoi tu fais semblant? Je ne fais pas semblant de rien, je pose juste des questions. Julien nous regardait bizarrement. Mathilde, qu'est-ce qui se passe? Rien, je veux juste comprendre les règles. Après le repas, pendant que les hommes étaient au salon, Martine m'a attrapé dans le couloir. Mathilde, un mot. Elle m'a emmené dans son bureau. Fermez la porte. Je ne sais pas ce que tu essaies de faire, mais cette petite comédie s'arrête maintenant.
Quelle comédie! Faire semblant que tu pourrais payer, te donner de l'importance. C'est pathétique. Je ne fais semblant de rien. Tu as 1 800 € par mois. Tu vis dans l'appartement de mon fils. Tu n'as rien. Tu es rien. Avant, ces mots m'auraient détruite. Maintenant, ils glissaient sur moi comme de l'eau. Vous avez fini? Non, je vais être clair. Tu n'es pas ce qu'il faut pour Julien. Tu ne l'as jamais été. Tu es pauvre, sans classe, sans éducation véritable. J'ai un master de la Sorbonne. Un master en archivage? C'est quoi la prochaine étape? Un doctorat en rangement? Elle a ri de sa propre blague. Écoute-moi bien, Julien va se réveiller un jour. Il va réaliser qu'il a fait une erreur. Et il te titrera. Pour quelqu'un de son niveau. Vous avez terminé? Tu ne dis rien? Tu ne te descends pas? Pourquoi je me défendrais? Vous avez votre opinion. Je ne peux pas la changer. Tu es bizarre aujourd'hui, différente. Peut-être que je commence juste à ne plus me soucier de ce que vous pensez. Son visage s'est durci. Attention, petite, je peux te rendre la vie impossible. Vraiment? Comment? Je peux convaincre Julien que tu n'es pas la bonne, que vous n'êtes pas compatibles. Si Julien est si facilement manipulable, peut-être qu'il ne vaut pas la peine. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Personne ne lui parlait comme ça. Tu vas le regretter? Peut-être, ou peut-être pas. Je suis sorti du bureau, le cœur battant, mais pas de peur, d'excitation. J'avais osé. Pour la première fois, j'avais tenu tête à Martine Beaumont. Et ça faisait un bien fou. Dans le métro du retour, Julien était silencieux. « Tu es en colère contre moi ?» j'ai demandé. « Non, juste surpris. Tu n'es pas comme d'habitude. C'est-à-dire plus confiante, presque arrogante. » Arrogante? Parce que je refuse de me laisser piétiner par ta mère? Non, mais tu as parlé de payer 150 000 €, comme si c'était possible. J'ai juste posé une question hypothétique. Ça sonnait comme plus que ça. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Paris défilaient. Julien, est-ce que tu me défendrais un jour? Vraiment? Contre ta mère? Je te défends. Non, tu fais des remarques molles. Maman, s'il te plaît, mais tu ne la confrontes jamais vraiment. C'est ma mère, c'est compliqué. C'est ta future femme, c'est pas compliqué. Il a rien répondu. On est rentré en silence. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu la lettre de grand-oncle Henri, encore et encore. Quand le moment sera parfait, quand tu ne pourras plus supporter leurs insultes, dis-leur. Le moment approchait. Je le sentais. Mais pas encore. Pas tout de suite. Je voulais qu'ils aillent plus loin. Qu'ils se dévoilent complètement. Le lendemain, au travail, j'ai reçu un appel du notaire. Madame Lemoine, bonne nouvelle. Les papiers sont prêts. Vous pouvez venir signer quand vous voulez. Déjà, la succession était simple. Pas de contestation. Tout est en ordre. Je peux venir demain? Parfait. 14 heures. Je serai là. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Demain, l'argent serait officiellement à moi. 2,1 millions d'euros. Ma collègue Sophie m'a regardé. Ça va? Tu es toute pâle? Oui. Juste des nouvelles de famille. Bonnes ou mauvaises? Bonnes, très bonnes. Le lendemain, j'ai signé les papiers. Tout. Les transferts, les actions, les comptes. Voilà. Maître Durand a dit en tamponnant le dernier document. C'est fait. Vous êtes officiellement riche. J'ai ri, nerveusement. Ça fait bizarre. Comment vous sentez-vous? Comme si j'allais me réveiller. Comme si c'était un rêve. Ce n'est pas un rêve. Regardez. Il a tourné son écran d'ordinateur vers moi. Mon compte bancaire. Solde. 2 147 893 €. J'ai dû m'asseoir. Mon Dieu. Félicitations, Madame Lemoine. Utilisez cet argent sagement. En sortant de l'étude, je suis resté debout sur le trottoir. Paris bougeait autour de moi. Les gens marchaient, vivaient, sans savoir que la fille en jean et basket qui les croisait valait plus de 2 millions d'euros. J'ai décidé de marcher, jusqu'aux Champs-Élysées, regarder les vitrines, les boutiques de luxe que je ne fréquentais jamais. Dior, Chanel, Louis Vuitton. Je pouvais entrer, acheter tout ce que je voulais. Une robe, un sac, des chaussures. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. Je voulais savourer. Ce pouvoir, cette liberté. En silence. Mon téléphone a sonné. Julien. Salut, tu es où? Je me promène. Pourquoi? Ma mère a organisé un dîner ce soir, pour discuter du mariage. Elle insiste pour que tu viennes. Encore? Je sais, mais s'il te plaît, après on sera tranquille. J'ai hésité, puis j'ai pensé à la lettre de grand-oncle Henri. D'accord, j'arrive. Le dîner. Chez eux. Encore. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois,
J'avais un secret de 2,1 millions d'euros. Je suis arrivé à 19h30. Martine m'a ouvert. Son regard m'a balayé de haut en bas. Mathilde, tu n'as pas eu le temps de te changer? Je portais mon tailleur de travail, simple, gris. Non, je viens directement du travail. Bien sûr, le travail, qui paie si peu. Elle m'a laissé entrer. Tout le monde était déjà là. La famille au complet. On parlait justement de toi. Tante Sylvie a dit avec un sourire faux. Ah oui? Oui, on se demandait. Comment tu gères le fait d'être si dépendante de Julien? Je gère très bien. Vraiment? Ça ne te gêne pas? De devoir demander de l'argent pour tout? Je ne demande pas d'argent. J'ai mon salaire. Ton salaire, Martine Harry, qui paie à peine tes vêtements. Tous les regards étaient sur moi, attendant une réaction. Que je craque, que je pleure, que je tarte. Mais je suis restée calme, souriante même. Vous savez quoi? Vous avez raison. Le silence est tombé. Pardon? Martine a dit. Vous avez raison, mon salaire n'est pas énorme. Je ne peux pas m'offrir des robes à 3 000 euros, ni des vacances aux Maldives, ni une voiture de luxe. Alors tu admets que tu n'es pas au niveau? J'admets que jusqu'à récemment, je n'avais pas beaucoup d'argent. Jusqu'à récemment? J'ai souri, un sourire lent, calculé. Oui, les choses ont changé. Qu'est-ce que tu racontes? Rien d'important. Juste que, vous devriez peut-être arrêter de me juger sur mon compte en banque. Pourquoi? Tu as gagné au loto? Quelque chose comme ça, Martine Harry. Mais c'était un rire nerveux. Elle ne comprenait pas où je voulais en venir. Tu es en train de nous faire croire que tu es devenu riche du jour au lendemain? Je ne vous fais croire rien. Je dis juste que les apparences peuvent être trompeuses. Arrête avec tes énigmes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. J'ai regardé l'assemblée. Tous ces visages, méprisants, arrogants, persuadés de leur supériorité. Le moment approchait. Celui que grand-oncle Henri avait prévu. Mais pas encore, pas ce soir. Ce soir, je voulais juste planter la graine du doute. Mon grand-oncle est décédé il y a quelques mois. Et Martine a demandé impatiemment. Et il m'a laissé quelque chose, dans son testament. Quoi, sa vieille maison à la campagne? Ses meubles en bois? Entre autres. Mathilde, arrête de tourner autour du pot. Il m'a aussi laissé un héritage financier, assez conséquent. Le silence, complet, total. Combien? Amélie a demandé. Assez pour payer ma part du mariage, les 150 000 euros dont on parlait. Martine est devenue blanche, puis rouge, puis à nouveau blanche. Tu es en train de dire que tu as 150 000 euros? Au moins? Au moins? C'est quoi ce au moins? Disons que j'ai de quoi être tranquille. Très tranquille. Combien, Mathilde? La voix de Martine tremblait. Combien exactement? J'ai souri. Ce sourire. Celui qui allait les hanter. Je pense que c'est personnel. Vous ne trouvez pas? Après tout, vous me répétez toujours qu'on ne parle pas d'argent en société. Le visage de Martine était un tableau. Incrédulité. Choc. Puis quelque chose de plus sombre. De la colère. Tu te moques de nous? Pas du tout. Trouve-le. Pourquoi je devrais prouver quoi que ce soit? Vous m'avez jugé pendant des mois sans jamais me demander de prouver que j'étais pauvre. Pourquoi je devrais prouver que je ne le suis plus? Julien me regardait, bouche ouverte. Mathilde, c'est vrai? Tu as hérité? Oui. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je voulais voir combien de temps vous continueriez tous à me traiter comme une moins que rien. C'est pas juste, Charlotte, la sœur cadette, a protesté. On ne te traitait pas comme une moins que rien, vraiment? La semaine dernière, ta mère m'a comparé à sa femme de ménage. Il y a 2 semaines, tante Sylvie a dit que j'étais un boulet financier. Le mois dernier, Amélie m'a demandé si je savais utiliser une fourchette à poisson. Le silence était assourdissant. On plaisantait? Amélie a murmuré. Des plaisanteries, bien sûr. Toutes ces remarques sur mes vêtements, mon travail, mon salaire, mon studio dans le 19e. C'était juste des plaisanteries. Mathilde, Michel, le père de Julien, a parlé pour la première fois. Si c'est vrai, si tu as vraiment hérité, pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Parce que je voulais savoir qui vous étiez vraiment. Pas comment vous me traiteriez si j'avais de l'argent, mais comment vous me traitiez quand vous pensiez que je n'en avais pas. Et alors? Martine a demandé, sa voix glaciale. Qu'as-tu découvert? Que vous êtes exactement ce que je pensais. Des gens qui jugent les autres à leur compte en banque. Pour qui la valeur humaine se mesure en euros. Comment oses-tu? Comment j'ose?
Vous m'avez humiliée pendant 1 an. Vous m'avez fait sentir petite, indigne. Vous avez essayé de me briser. Personne n'a essayé de te briser, Martine a craché. On t'a juste fait comprendre la réalité, que tu n'étais pas de notre monde. Notre monde? J'ai ri. Quel monde exactement? Celui où on méprise les gens qui travaillent? Où on mesure l'amour en actions en bourse? Tu es injuste. Non, vous êtes injuste. Vous l'avez toujours été. Je me suis levé. Je vais partir maintenant. Mais avant, je veux que vous sachiez une chose. Tous les yeux étaient rivés sur moi. Le mariage, on va le faire, comme Julien et moi le voulons. Petit, intime, simple. Et je vais payer ma part entièrement. Avec quel argent? Martine a demandé, désespérée de prouver que je mentais. J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon application bancaire, montré l'écran à Martine, juste le solde, rien d'autre. 2 147 893 €. Son visage est devenu cendré, ses jambes ont faibli. Elle s'est assise brusquement. C'est impossible. Pourtant c'est là, noir sur blanc. J'ai fait passer le téléphone. Chacun a regardé. Chacun est devenu silencieux. 2 millions, Amélie a murmuré. Tu as 2 millions d'euros. Un peu plus même. Comment un archiviste a hérité de 2 millions? Tante Sylvie a demandé, incrédule. Mon grand-oncle a investi intelligemment. Dans la tech, dans les années 90. Il est devenu riche, très riche, et il m'a tout laissé. Tout, Martine a répété faiblement. Tout, parce que j'étais la seule de ma famille à avoir, souligne ces mots, du cœur et de l'intégrité. La seule qui ne le voyait pas comme un portefeuille ambulant. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un mariage à organiser. Mon mariage, pas le vôtre. Je suis parti. Julien a suivi dans le couloir. Mathilde, attends. Quoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? À moi? Parce que je voulais voir si tu me défendrais, sans savoir que j'avais de l'argent. Et alors? Tu ne l'as pas fait. Pas vraiment. Tu as laissé ta mère m'humilier. Encore et encore. Je ne savais pas comment. Comment quoi? Comment dire à ta mère d'arrêter de maltraiter ta fiancée? Ce n'est pas si compliqué, Julien. Tu es injuste. Je t'ai toujours soutenu. Non, tu as fait semblant de me soutenir, tout en laissant ta famille me détruire. Mathilde, j'ai besoin de temps pour réfléchir. À nous, à ce mariage, à tout. Tu veux qu'on annule? Je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. Je ne veux pas d'une vie où ta mère me méprise, où ta famille me traite comme une erreur. Maintenant qu'ils savent que tu as de l'argent, ça va changer. Exactement. Maintenant qu'ils savent. Pas parce que je le mérite. Pas parce que je suis une bonne personne. Mais parce que j'ai un compte en banque rempli. Je suis parti, cette fois pour de vrai. Dans le taxi, j'ai regardé Paris défiler. Cette ville que j'aimais, qui me semblait soudain différente. Mon téléphone a vibré. Des messages. De Julien, de sa mère, de ses sœurs. Julien, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. On doit parler. Martine, Mathilde, j'aimerais qu'on discute. Calmement, entre adultes. Amélie, je suis désolé si je t'ai blessé. Ce n'était pas mon intention. Toutes ces excuses, soudaines, opportunes, maintenant que je valais 2 millions. J'ai éteint mon téléphone. Les jours suivants ont été étranges. Julien essayait de me parler, de s'expliquer, mais je l'évitais. J'avais besoin de réfléchir. À nous, à notre avenir. Est-ce que je l'aimais encore? Oui. Est-ce que je pouvais vivre avec sa famille? Je ne savais pas. Une semaine plus tard, Martine m'a appelé, sur mon téléphone professionnel, celui dont elle ne connaissait normalement pas le numéro. Mathilde, c'est Martine. Comment avez-vous eu ce numéro? Julien me l'a donné. Il faut qu'on parle. Je n'ai rien à vous dire. S'il te plaît, laisse-moi juste m'expliquer. J'ai hésité. Puis, d'accord. Un café. Demain, 15 h, café de Flore. Parfait. Merci. Le lendemain, je suis arrivé en avance. Je voulais la voir arriver. L'observer. Martine est entrée à 15 h pile. Élégante comme toujours. Chanel de la tête aux pieds. Elle m'a vu. A hésité. Puis s'est approchée. Mathilde, merci d'être venue. J'ai 20 minutes. Elle s'est assise. A commandé un thé. Moi un café. Je voulais m'excuser. Pour la façon dont je t'ai traité. C'était injuste. Cruel même. Oui, ça l'était. J'avais mes raisons, mais elles ne justifient rien. Quelle raison? Elle a soupiré, a regardé par la fenêtre. Pour la première fois, elle semblait vulnérable.
Julien est mon fils unique. Mon bébé. Je voulais qu'il épouse quelqu'un qui pourrait l'aider. Socialement, professionnellement. Quelqu'un de riche. Oui, quelqu'un de riche. Parce que c'est le monde dans lequel on vit. Un monde où les connexions comptent, où l'argent ouvre des portes. Et vous pensiez que je le tirerais vers le bas? Oui, je le pensais. Je me trompais. Vous vous trompiez juste sur mon compte en banque, pas sur ma valeur en tant que personne. Elle a tressailli. Non, je réalisais que tu es quelqu'un de bien, avec ou sans argent. Vraiment? Ou vous dites ça parce que maintenant j'en ai? Les deux, peut-être, je ne sais pas. Mathilde, je ne suis pas habitué à m'excuser, à admettre que j'ai tort. Mais là, je sais que je l'ai fait. J'ai été horrible avec toi. Oui. Est-ce que tu peux me pardonner? J'ai regardé cette femme, qui m'avait torturé pendant 1 an, qui m'avait fait pleurer. Douter de moi, me sentir petite. Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Je comprends. Ce que je veux savoir, c'est, est-ce que vous auriez changé? Si j'avais pas hérité, si j'étais resté pauvre? Elle n'a pas répondu tout de suite. Et dans son silence, j'ai eu ma réponse. Non, elle a fini par dire. Probablement pas. Et c'est pour ça que tu ne devrais pas me pardonner. Au moins, elle était honnête. Julien t'aime, elle a continué. Vraiment. Il est perdu sans toi. Il aurait dû me défendre. Oui, il aurait dû. C'est un lâche parfois. Comme son père. Comme moi. Alors pourquoi je resterais dans une famille de lâches? Parce que l'amour n'est pas parfait. Parce que les gens changent. Parce que tu as le pouvoir maintenant. Le pouvoir de fixer les règles. Les règles? Tu as de l'argent, de l'indépendance. Tu n'as plus besoin de nous, de moi. Ça change tout. Maintenant, si tu restes, c'est par choix. Pas par nécessité. Et si je te traite mal, tu peux partir. Je le sais, tout le monde le sait. Elle avait raison. L'équilibre avait changé. Je n'étais plus la pauvre fille qui dépendait de Julien. J'étais une femme riche, indépendante. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. Elle a payé les consommations, s'est levée, puis s'est arrêtée. Mathilde, une dernière chose. Oui, ton grand-oncle. Il avait raison. Tu as du cœur, de l'intégrité. Avec ou sans argent. J'aurais dû le voir dès le début. Elle est partie. Je suis resté seul, avec mes pensées, mon café froid et mes 2 millions d'euros. Le soir même, Julien est venu chez moi. J'avais gardé mon ancien studio, comme refuge, comme rappel d'où je venais. Mathilde, on doit parler. Je sais. On s'est assis, face à face, comme 2 étrangers. Je suis désolé pour tout. Pour ma mère, pour ma lâcheté, pour ne pas t'avoir défendu. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais peur. D'elle, de la confrontation, de choisir entre vous deux. Et maintenant? Maintenant je choisis. Je te choisis. Toi. Parce que j'ai de l'argent? Non. Merde. Parce que je t'aime. Parce que sans toi je suis perdu. Parce que tu me rends meilleur. Tu ne me défendais pas quand je n'avais rien. Je sais. Et je le regrette. Tous les jours. Mais je veux changer. Je veux être l'homme que tu mérites. Comment je peux te croire? Tu ne peux pas. Pas tout de suite. Mais laisse-moi te le prouver. Donne-moi une chance. J'ai regardé cet homme, que j'aimais, qui m'avait déçu, qui voulait une seconde chance. D'accord, une chance mais à mes conditions. Lesquelles? 1. On fait le mariage comme on veut. Petit, intime, sans l'influence de ta mère. D'accord. 2. On vit où je veux. Pas dès ton appartement du 16e. Quelque part de neutre. Qu'on choisit ensemble. D'accord. 3. Tu fixes des limites avec ta famille. Claire. Si quelqu'un me manque de respect, tu interviens. Immédiatement. Promis. Et 4. On fait un contrat de mariage. Séparation de biens. Je garde mon argent, tu gardes le tien. Il a hésité. Tu ne fais pas confiance? Je te fais confiance. Mais je veux être sûr que tu m'épouses pour moi. Pas pour mes 2 millions. Je m'en fous de tes 2 millions. Alors ça te dérangera pas de signer? Non. Ça ne me dérange pas. On s'est embrassé, doucement, comme si on se redécouvrait. Je t'aime, il a murmuré. Moi aussi. Mais si tu me déçois encore, je ne te décevrai pas. Promis. 2 semaines plus tard, dimanche, encore à déjeuner chez les Beaumont. Mais cette fois, j'étais différente. J'avais confiance, pouvoir, contrôle. J'ai sonné. Martine a ouvert. Mathilde, entre. Tout le monde t'attend. Tout le monde, la famille, qui me regardait maintenant différemment. Avec respect. Ou du moins, avec prudence. Mathilde. Amélie s'est levée. Tu es magnifique. C'est une nouvelle robe? C'était une nouvelle robe. Dior. 2800 €. Achetée la veille. Oui, tu aimes? C'est sublime. Et ces chaussures? Ce sont des Louboutins? Oui. J'ai vu Martine regarder, calculer.
comprendre que j'avais dépensé facilement 4000 € en tenue. Tu as l'air prospère, tante Sylvie a dit, avec un sourire forcé. Prospère, quel joli mot. Le déjeuner était différent. Les conversations étaient polies, prudentes. Personne n'osait me critiquer, me juger. C'était satisfaisant et un peu triste, parce que je réalisais, il m'aimait pas plus. Il me craignait juste. Après le repas, Martine m'a pris à part. Alors, le mariage, vous avez décidé quelque chose? Oui, on se marie en juin, à Fontainebleau, dans le jardin de la maison de mon grand-oncle. Combien d'invités? 50, peut-être 60. 60? Mais nos amis, nos relations, ne seront pas invités. C'est notre mariage, pas le vôtre. Elle a serré les lèvres, mais n'a rien dit. Et le traiteur? On s'en occupe. Tout, de A à Z. Vous êtes invités, comme belle famille. Mais vous n'organisez rien. Mathilde, c'est non négociable. Si vous insistez, on se marie juste nous deux, à la mairie, sans personne. Elle a compris que je ne plaisantais pas, que l'équilibre avait changé. D'accord, comme tu veux. Bien, j'allais partir quand elle a ajouté. Tu as gagné. Tu sais ça? Gagner quoi? Tout. Le respect, le pouvoir, mon fils. Tout. Je n'ai rien gagné. J'ai austérité d'argent. C'est tout. Non, c'est plus que ça. Tu nous as montré qui on était vraiment. Et ce n'est pas joli. Non, ça ne l'est pas. Est-ce que tu peux nous pardonner un jour? J'ai regardé cette femme, qui m'avait tant fait souffrir, qui maintenant me suppliait presque. Peut-être, si vous changez vraiment, si vous apprenez que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque. Je vais essayer. On verra. En partant, j'ai croisé Charlotte, la sœur cadette, celle qui m'ignorait d'habitude. Mathilde, je peux te parler? Oui, je voulais m'excuser. Pour comment je t'ai traité. C'était nul. Pourquoi tu t'excuses maintenant? Parce que j'ai de l'argent? Non. Enfin, peut-être un peu. Mais surtout parce que j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Que tu es la seule personne authentique dans cette famille. Que tout le monde joue un rôle. Sauf toi. Merci. Et j'espère qu'on pourra devenir amis. Vraiment amis. Pas juste belle-sœur par obligation. Peut-être. Le temps dira. Elle a souri. Un vrai sourire. Pas calculé. Peut-être que quelque chose de bon sortirait de tout ça après tout. Juin est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Le mariage. Mon mariage. Enfin. Mais pas celui que Martine avait imaginé. Pas de cathédrale. Pas de 300 invités. Pas de photographe célèbre. Pas de robe à 20 000 €. Non. Notre mariage à nous. Dans le jardin de la maison de grand-oncle Henri, à Fontainebleau. Cette maison que j'avais décidé de garder, de restaurer, d'en faire notre refuge. 58 invités. Mes amis, les vrais, quelques collègues de la bibliothèque. La famille de Julien. Et ma petite famille à moi. Modeste, discrète. J'avais choisi une robe simple, élégante. Pas de grande marque, juste belle. 800 €. Un centième de ce que Martine aurait voulu que je dépense. Tu es magnifique, Julien a murmuré quand il m'a vu remonter l'allée. Et pour la première fois depuis des mois, je l'ai cru. La cérémonie était courte, intime. Le maire de Fontainebleau nous a mariés sous un arbre centenaire. Le même arbre sous lequel grand-oncle Henri aimait lire. J'ai senti sa présence, comme s'il était là, à sourire, à me dire « Tu as bien fait, ma petite ». Martine était au premier rang, avec Michel. Elle portait une robe discrète, beige, pas le rose fuchsia ostentatoire qu'elle avait initialement choisi. Trop voyant, j'avais dit, c'est mon jour, pas le vôtre. Elle avait accepté. Sans discuter, le repas était simple. Un traiteur local, excellent, mais pas étoilé. Pas de champagne à 500 € la bouteille. Juste un bon vin de Bourgogne, à 40 €, que tout le monde a adoré. C'est charmant, tante Sylvie a dit en regardant autour d'elle. Le jardin décoré de guirlandes lumineuses. Les tables en bois brut. Les fleurs des champs. Charmant, j'ai répété. C'est exactement ce qu'on voulait. Pendant le dîner, Martine s'est levée. Pour faire un discours. Mon cœur s'est serré. Qu'allait-elle dire? Je voudrais dire quelques mots. Elle a commencé. Sa voix tremblait légèrement. Quand Julien a annoncé qu'il voulait épouser Mathilde, j'ai eu des réserves. Le silence s'est fait. Tout le monde écoutait. Je pensais qu'elle n'était pas assez bien pour lui. Pas assez riche, pas assez notre monde. J'ai vu Julien se tendre à côté de moi, prêt à intervenir. J'avais tort, complètement tort. Elle m'a regardant.
Ses yeux étaient brillants. Mathilde est quelqu'un d'exceptionnel. Pas à cause de son compte en banque, pas à cause de son héritage, mais à cause de qui elle est, de son intégrité, de sa force, de sa capacité à pardonner, même quand elle n'aurait pas dû. Ma gorge s'est serrée. Je lui ai fait des choses horribles. Je l'ai humiliée, rabaissée, jugée. Et elle aurait pu nous tourner le dos, nous exclure de sa vie. Mais elle ne l'a pas fait. Martine a levé son verre. Alors je voudrais porter un toast à Mathilde, qui m'a appris qu'on ne mesure pas la valeur d'une personne à son argent, mais à son cœur. Bienvenue dans la famille. Pour de vrai cette fois. Les applaudissements ont éclaté. J'ai vu des larmes sur plusieurs visages, y compris sur le mien. Martine est venue me voir après le discours. C'était sincère, elle a dit. Chaque mot. Merci. Non. C'est moi qui te remercie. Pour m'avoir ouvert les yeux. On s'est embrassé. Pas une bise formelle. Une vraie étreinte. Peut-être que les gens pouvaient changer après tout. Plus tard dans la soirée, pendant que les invités dansaient, Amélie m'a rejointe. Je peux te poser une question? Bien sûr. Comment tu as fait pour rester calme, pour ne pas exploser quand maman te maltraitait? J'avais un but, un plan. Ça m'a donné la force de tenir. Le plan, c'était de leur montrer l'argent? Non. Le plan, c'était de leur montrer qui ils étaient vraiment. L'argent n'était que l'outil. Tu es intelligente, plus que nous tous. Non. Je suis juste quelqu'un qui a appris à se défendre. Charlotte nous a rejointes. Avec une bouteille de champagne. Les belles-sœurs doivent trinquer. On a ri. Trinquer. Et pour la première fois, ça semblait naturel. Sincère. Tu sais ce qui est drôle? Charlotte a dit. Maintenant que tu es riche, on réalise que l'argent n'a jamais été le problème. C'était nous. Oui, c'était vous. Tu vas nous faire payer longtemps? J'ai souri. Peut-être un peu. Juste pour être sûr que vous avez appris la leçon. On a ri encore. Et cette fois, sautait sans malaise. À minuit, Julien et moi sommes partis. Pas de lune de miel immédiate. Juste une nuit dans notre maison. La maison de grand-oncle Henri. Notre maison maintenant. Tu es heureuse? Il a demandé en me portant à travers le seuil. Traditionnel, mais mignon. Oui. Pour la première fois depuis longtemps, oui. Moi aussi. On s'est installé dans le salon, avec une dernière coupe de champagne. Je voulais te dire quelque chose. Julien a commencé. Quoi? J'ai démissionné. Quoi? De la banque, de l'entreprise familiale, de tout. Mais pourquoi? Parce que je ne veux plus être cette personne. Celle qui laisse sa famille maltraiter sa femme. Celle qui se cache derrière le statut. L'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. Peut-être enseigner. J'ai toujours aimé les mathématiques. Ou monter ma propre boîte. Quelque chose qui me ressemble vraiment. Tu n'auras plus le même salaire? Je sais, mais j'ai des économies. Et puis, il a souri. Ma femme est riche. Elle peut me faire vivre. J'ai ri. Ah non. Contrat de mariage, tu te souviens? Séparation bien. Tu te débrouilles. Mince, j'aurais dû y réfléchir avant. On a ri ensemble. Et ça faisait du bien. 3 mois plus tard, j'étais dans mon bureau, chez nous, à Fontainebleau. Je travaillais toujours à la Bibliothèque nationale. 2 jours par semaine, pour garder le contact, l'ancrage. Le reste du temps, je travaillais sur un projet qui me tenait à cœur, une fondation, au nom de grand-oncle Henri, pour aider les jeunes de milieux modestes à accéder aux études supérieures. J'avais investi 500 000 €. C'était un début. Mon téléphone a sonné. Martine. Mathilde, je peux passer te voir? Bien sûr. Quand? Maintenant? Si tu es libre? D'accord, j'arrive. Elle était chez elle, dans le salon, avec des papiers étalés sur la table basse. Qu'est-ce que c'est? Un projet. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. À ma vie, à mes priorités, à ce que je veux vraiment. Et je veux faire quelque chose d'utile. Pas juste être Madame Beaumont qui organise des galas et juge les gens. Qu'est-ce que tu as en tête? Ta fondation. Pour les étudiants. J'aimerais y contribuer. Financièrement et aussi avec mon temps, mon réseau. J'ai ta bouche bée. Tu veux travailler avec moi? Si tu acceptes. Je sais que je ne mérite pas ta confiance. Mais j'aimerais essayer. De réparer. De faire quelque chose de bien. J'ai regardé les papiers. Elle avait déjà tout préparé. Un plan, des contacts, un budget. Tu es sérieuse? Très sérieuse. Et je voudrais investir 200 000 €.
Pour commencer. Martine, c'est énorme. C'est rien comparé à ce que j'ai gaspillé en futilité pendant des années. Sacs, robes, bijoux, des choses qui servent à rien. Tu vas vraiment changer? J'essaye. Grâce à toi. On a travaillé ensemble tout l'après-midi. Planifiant, organisant. Et pour la première fois, on était sur un pied d'égalité. Pas belle-mère et belle-fille. Deux femmes avec un but commun. Tu sais ce que m'a dit ma mère l'autre jour? Martine a dit en buvant son thé. Quoi? Que tu étais la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Parce que tu nous as forcés à nous regarder en face, à voir qui on était vraiment. Et qui êtes-vous? Des gens imparfaits, superficiels, mais qui peuvent changer si on leur montre le chemin. Tu as changé, c'est déjà beaucoup. Toi aussi tu as changé. Tu es plus confiante, plus forte. L'argent aide. Non, l'argent ne change pas les gens. Il révèle juste qui ils sont vraiment. Et toi, Mathilde, tu as toujours été forte. Tu l'as juste réalisé. 1 an plus tard, le dîner annuel de la famille Beaumont. Mais cette fois, c'était chez nous, dans notre maison rénovée de Fontainebleau. Toute la famille était là. Martine, Michel, les sœurs, les oncles et tantes. Mais l'atmosphère était différente, plus détendue, plus authentique. On riait, on plaisantait, sans méchanceté, sans arrière-pensée. Mathilde, tante Sylvie a dit. Ta fondation, j'ai lu un article dans Le Monde. C'est impressionnant ce que vous faites. Merci, on a aidé 50 étudiants cette année. L'année prochaine, on espère en aider 100. C'est magnifique. Si tu as besoin de bénévoles, je suis disponible. Tante Sylvie, qui m'avait traité de moins que rien, qui maintenant voulait m'aider. Les gens changeaient vraiment. Après le dîner, Martine m'a prise à part. Il y a quelque chose que je veux te donner. Elle m'a tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ouvre. À l'intérieur, un chèque de 500 000 euros. Martine, je ne peux pas accepter ça. C'est pas pour toi. C'est pour la fondation. Michel et moi avons décidé de faire un don important pour honorer la mémoire de ton grand-oncle Henri. Pourquoi? Parce qu'il a élevé une femme extraordinaire qui nous a tous sauvés de nous-mêmes. C'est le moins qu'on puisse faire. J'ai pleuré, encore. Mais cette fois, c'était des larmes de joie. Merci, vraiment, merci. Non, c'est nous qui te remercions. Pour nous avoir montré qu'il y a plus important que l'argent. Que la vraie richesse, c'est l'intégrité, la bonté, l'amour. On s'est embrassés. Et cette fois, c'était sans réserve, sans calcul. Juste 2 femmes qui s'étaient détestées et qui avaient appris à se respecter. 2 ans plus tard, j'étais enceinte. 4 mois, un petit garçon. On allait l'appeler Henri, en hommage à grand-oncle Henri. Martine était aux anges. Elle tricotait des petits vêtements, préparait la chambre de bébé, était déjà une grand-mère avant même la naissance. Tu crois qu'il nous ressemblera? Julien a demandé un soir, sa main sur mon ventre. J'espère que non. Tu étais un bébé moche d'après les photos. Hey, j'étais adorable. On a ri, comme on le faisait souvent maintenant. Notre vie était simple, heureuse, loin du luxe ostentatoire des Beaumont, mais remplie d'amour. Julien avait monté sa boîte de conseils. Ça marchait bien. Pas autant que son ancien salaire, mais assez pour être fier. Moi, je continuais la fondation, qui avait grandi, aidé des centaines d'étudiants, changé des vies. L'argent de grand-oncle Henri ne diminuait pas. Au contraire, les investissements fructifiaient. Mais je n'en parlais jamais. Ça n'intéressait personne, parce que ce n'était plus ce qui me définissait. 5 ans plus tard, le 5e anniversaire d'Henri, mon fils, qui avait hérité du sourire de son arrière-grand-oncle. Toute la famille était réunie, encore. Mais cette fois, c'était naturel, attendu, désiré. Martine jouait avec Henri dans le jardin. Elle était devenue une grand-mère aimante, présente, loin de la femme froide que j'avais connue. Tu te souviens? Julien m'a murmuré à l'oreille. De quoi? Du premier déjeuner, quand ma mère t'a comparé à une femme de ménage. Oh, ça! Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour vous seriez amis, on n'est pas amis, on est famille, c'est différent. C'est mieux? C'est plus fort. L'amitié, tu l'as choisie. La famille, tu l'as construite. Tu es philosophe maintenant? Non, juste quelqu'un qui a appris, à pardonner, à grandir, à voir au-delà de l'argent. Martine nous a rejoints, Henri dans les bras. Il veut son papa. Julien a pris notre fils, qui a ri. Ce rire cristallin d'enfant. Tu sais Mathilde, Martine a dit, j'ai repensé à cette soirée, celle où tu nous as annoncé ton héritage. Oui? Ta tête, ton sourire, tu savais exactement ce que tu faisais.
Oui, je savais. Tu nous as manipulés. Vous aviez besoin d'une leçon. Tu as raison. Et tu sais quoi? Cette leçon a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Comment ça? Avant, je mesurais tout en euros. Maintenant, je mesure en sourire, en rire, en moments comme celui-ci. Elle a regardé Henri, qui jouait avec son père. Ça n'a pas de prix. Et pendant des années, je suis passé à côté. Parce que j'étais trop occupé à coûter l'argent. Et maintenant? Maintenant, je sais ce qui compte vraiment. Grâce à toi, à ta patience, à ton courage. Je n'étais pas courageuse. J'étais juste en colère. Tu étais les deux. Et c'est pour ça que tu as gagné. On est resté là, regardant nos hommes jouer, écoutant les rires d'Henri. Et j'ai réalisé quelque chose. Grand-oncle Henri m'avait laissé 2,1 millions d'euros. C'était énorme. Ça avait changé ma vie. Mais ce n'était pas ça, le vrai héritage. Le vrai héritage, c'était la leçon que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, que l'intégrité vaut plus que tous les millions du monde, que parfois, il faut montrer aux gens qui ils sont vraiment pour qu'ils changent, et que le pardon n'est pas de la faiblesse, c'est de la force. J'ai sorti mon téléphone, pris une photo. Martine et moi, souriantes, complices. 5 ans plus tôt, cette photo aurait été impensable. Maintenant, c'était naturel. J'ai regardé le ciel, pensé à grand-oncle Henri. Merci, j'ai murmuré. Pour tout. L'argent, la leçon, la sagesse. Une brise douce a soufflé, comme une réponse. Martine m'a regardé. Tu parles à qui? Quelqu'un qui m'a appris que l'argent est un outil, pas un but, qu'on peut l'utiliser pour détruire ou pour construire, et que le choix nous appartient. C'était un homme sage. Oui, il l'était. Henri a couru vers moi. Maman, regarde, grand-mère m'a acheté un camion. C'est génial, mon cœur. Il est reparti jouer. Martine a ri. Je ne peux pas m'empêcher de le gâter, tant qu'il sait que les cadeaux ne sont pas de l'amour. Ne t'inquiète pas, je lui apprends ce que tu m'as appris. On est rentré dans la maison. Toute la famille autour de la table, pour le gâteau. Henri a soufflé ses bougies. Fais un vœu. C'est quoi ton vœu, mon grand? Michel a demandé. On dit pas les vœux, sinon ils se réalisent pas. Tout le monde a ri, mais moi je connaissais son vœu. Il me l'avait dit ce matin. Je veux qu'on soit toujours ensemble, tous, comme aujourd'hui. Et en regardant autour de moi, Julien, Henri, Martine, toute la famille réunie et heureuse, je me suis dit que son vœu s'était déjà réalisé. Ma belle-mère m'avait humilié devant toute la famille, pendant des mois. Elle pensait que j'étais pauvre, faible, indigne. Elle ne savait pas que j'avais hérité de 2 millions. Sa réaction quand elle l'a appris, choc, honte, peur. Mais ensuite, quelque chose de plus beau, de plus rare. Humilité, changement, croissance. Elle était devenue meilleure. On était toutes devenues meilleures. Et ça valait bien plus que 2 millions d'euros. 10 ans plus tard, je suis dans mon bureau de la fondation, qui occupe maintenant un immeuble entier dans le 5e arrondissement. On a aidé plus de 2000 étudiants, changé des milliers de vies. L'argent de grand-oncle Henri a été multiplié, investi, utilisé pour le bien. J'ai maintenant 2 enfants, Henri, 10 ans, et Louise, 7 ans. Julien et moi sommes heureux. Vraiment, sans drame, sans secret. Martine est devenue ma plus grande alliée, dans la fondation, dans la vie. Et parfois, quand on se retrouve pour le thé, on repense à cette époque. Tu sais ce qui est drôle? Elle m'a dit récemment. Quoi? Je pensais que l'argent te changerait, que tu deviendrais comme nous. Arrogante, superficielle. Et tu es restée toi, humble, généreuse, vraie. L'argent ne change pas les gens. Il révèle juste qui ils sont. Tu es sage. Non, j'ai juste eu un bon professeur. On a trinqué. Au thé, à la vie, à la famille. Et en rentrant ce soir-là, en voyant ma maison illuminée, mes enfants qui jouaient, mon mari qui cuisinait, j'ai réalisé que j'avais tout. Pas à cause des 2 millions, mais malgré eux. Parce que j'avais appris la leçon que grand-oncle Henri voulait m'enseigner. Que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque. Elle est dans les gens qu'on aime, les vies qu'on change, l'héritage qu'on laisse. Et ça n'a vraiment, vraiment pas de prix. Note trouvée dans les papiers de Mathilde. Écrite pour ses enfants. Mes chéris, un jour, vous éviterez de cet argent. Des millions que votre arrière-grand-oncle Henri m'a laissés.
Mais j'espère que ce que vous hériterez vraiment, c'est la leçon. Que l'argent est un outil, pas une identité. Qu'on ne juge pas les gens à ce qu'ils possèdent, mais à qui ils sont. Que parfois, il faut laisser les gens se révéler, pour savoir qui mérite votre confiance. Et que le pardon est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Utilisez cet argent pour faire le bien, pour changer des vies, pour construire un monde meilleur. C'est ça, le vrai héritage de grand-oncle Henri. Et c'est ce que je veux vous transmettre. Avec tout mon amour, maman.